On vient pas au monde avec la pensée critique. Guy Perkins. C'est une bébête qui essaie de trouver des patterns, des explications ou des mythes autour de quelque chose. Richard Martineau. C'est surréaliste, ce genre d'affaire-là. La rencontre, Perkins-Martineau. Alors Guy, t'es allé voir le film Civil War. J'ai pas eu le temps encore de le voir. C'est un film sur une guerre civile aux États-Unis qui critique un peu la polarisation. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, j'ai cru que c'était vraiment ça qu'il voulait faire, parce que, bon, souvenons-nous que depuis le 6 janvier 2021, le mot guerre civile revient souvent dans la bouche même des médias traditionnels. C'est une possibilité que les gens soulèvent. Puis là, on est l'année 2024. Je vais t'avouer, moi, que je suis un petit peu nerveux que des élections qui s'en viennent. Puis quand j'ai vu la première fois le poster du film Guerre civile, Civil War, je me disais, bon, ben, je suis pas surpris que quelque chose arrive, là. Je disais, c'est tellement dans l'air du temps, tout le monde en parle. Fait qu'à la base, je me demandais, je dis, bon, OK, est-ce que ça va être, est-ce qu'Hollywood, là, est en train de profiter, là, de la manne qui passe puis d'essayer de faire un blockbuster basé sur rien? Quand j'ai vu que c'était Alex Garland qui était derrière le film, c'est quand même celui qui a réalisé le film Ex Machina. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est quand même un très grand film. Là, j'étais comme un petit peu rassuré. Après ça, la bande-annonce nous laissait entrevoir des choses intéressantes. Mais je vais t'avouer que le film était un petit peu décevant parce qu'on dirait que Garland, il veut toucher au sujet, mais sans trop. Le contexte est flou. On sait pas trop qu'est-ce qui a déclenché la guerre civile. On dirait qu'il nous laisse présumer parce on dirait qu'il se dit, bon, ben, tout le monde connaît la polarisation aux États-Unis. Tout le monde va deviner qu'est-ce qui se passe, puis on voit une image d'un président à un moment donné qui essaie de faire un discours, puis qu'on sent que c'est comme une pastiche de Donald Trump, parce que, bon, on comprend, faut saisir les indices au bon, on comprend que le président est devenu un président autoritaire, puis que là, il y a une décision qui s'est faite dans les États-Unis. Puis si tu ne fouilles pas sur Internet après, tu peux pas comprendre. Bon, on comprend d'une part que il y a les forces de l'Ouest qui sont composées de la Californie et du Texas. Je disais, c'est aussi probable comme alliance oui, que l'URSS et l'Ouest. Là, mais c'est que tu comprends pas les enjeux, c'est ça, c'est pas clair. Là. C'est pas les Trumpistes contre Biden, c'est pas la gauche contre la droite. C'est comme, il y a une guerre civile, mais... Il y a une guerre civile, mais on sent on dirait que lui, il veut pas se positionner. Il y a quand même des qualités dans le film. Il y a quand même des qualités dans le film parce que il y a quand même des scènes qui sont choquantes là-dedans. Là. Puis là, il fait ressortir qu'est-ce que l'être humain peut devenir quand il perd la boule, quand la raison prend le bord, puis que là, c'est la psychologie de foule qui s'impose. Puis ça, ben justement, tu me demandais hier, OK, comment qu'on va associer la pensée critique à un film comme ça. Ben moi, ça m'a rappelé justement tout le concept qui était avancé par le sociologue Gustave Le Bon il y a quand même plusieurs années, là, qui parlait de la psychologie des foules. Mais ça démontre quand même ce que ça peut créer. Puis, à l'époque, la psychologie des foules, c'était des psychologies de foule qui se rassemblent physiquement quelque part. Mais aujourd'hui, la psychologie des foules est permanente. Elle est permanente avec les réseaux sociaux. Il y a des chambres d'écho, des gens qui se rassemblent, puis que ça craint, puis ça se craint encore. Ça, moi, ça m'inquiète. On regarde les discours qui se passent, puis les gens, les actes sont prêts à poser. On n'a pas besoin d'aller très loin dans l'actualité. Vendredi passé, il y a un gars qui est allé se mettre le feu devant devant le palais de justice de New York en soutien. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que lui, c'était pour démontrer son soutien à Donald Trump. Là, bon, évidemment, on va me dire, ben c'est un type qui est probablement dérangé mentalement. Mais Trump, il attire ces gens-là. Mais lui, il s'en fout parce que c'est un vote quand même. Mais c'est ça, c'est quand tu laisses tes émotions, tu sais, parce que les médias sociaux, les chambres d'écho, là, c'est que quand justement ta pensée critique prend le bord, puis à un moment donné, c'est rien que tes émotions qui montent, ben c'est ça que ça fait. C'est qu'à un moment donné, tu prends ton gun, tu commences à tirer dans le tas, parce que t'es tellement, tu bouilles en dedans. C'est un peu ça que ça montre le film, là. Oui, c'est ce que ça montre. Puis je pense que juste sur cette portion-là, je pense qu'il faut le voir. Allez pas voir ça en vous disant, bon, on va tout nous expliquer. C'est pas nécessairement un film d'action, parce qu'il y a quand même de longs passages où il se passe pas grand-chose, que c'est des journalistes qui partent qui sont à peu près à 1800 km de Washington, D.C., que là, on les suit dans leur parcours pour aller à Washington. Parce qu'un des journalistes, lui, son ambition, c'est d'aller faire une interview avec le président
pas encore tout à fait déchu. Fait que lui, c'est son ambition de faire ça. Donc, c'est pas nécessairement un grand film d'action. Des fois, on voit, on entend surtout des scènes des gens qui se tirent dessus, mais on sait pas trop qui tire sur qui, puis pourquoi. Ben c'est ça, c'est que soit tu le fais ou tu le fais pas. On dirait qu'il le fait sans vouloir le faire. Sans vouloir le faire. Il aborde le sujet, mais sans se mêler, sans se mouiller, sans prendre parti. Donc, à un moment donné, ça devient totalement abstrait. Je lis les chroniques, puis les gens ils reviennent tout le temps à ça, là, tu sais. Il y a quand même il y a une scène que j'ai trouvée drôle, par contre. C'est la scène où les journalistes arrêtent une station d'essence de campagne. Puis là, évidemment, ceux qui s'occupent des pompes à essence sont armés jusqu'aux dents. Puis là, étant donné que c'est des journalistes, ben là, les gens sont très méfiants. Ça fait qu'ils doivent négocier pour pouvoir faire le plein. Fait que là, le personnage de Kirsten Dunst offre 300 $ au type. Il dit « Ah ouais, ben pour ce prix-là, t'auras même pas un sandwich. » Fait qu'elle dit « Je vais t'offrir 300 $ canadiens. » Puis là, le gars dit « Oh, ben là, c'est pas pareil. » L'argent canadien, c'est devenu la grosse affaire. Là. Écoute, les gens doivent rire dans la salle. Tu veux nous parler du dernier film de Woody Allen? Et écoute, ça fait des années qu'il est plus bon, là, que ses films ne sont plus intéressants. Là, il a tourné un film en français à Paris. Et tu dis que c'est une triste fin de carrière. Ah, ben, il faut se souvenir, ben oui, pourquoi ces films ont peut-être été moins bons dernièrement ou ont paru moins bons parce que, bon, depuis qu'il était la cible d'allégations provenant de sa fille Dylan qui aurait supposément abusé d'elle à l'âge de 7 ans. Évidemment, autant pendant une période, plusieurs acteurs se bousculaient pour aller jouer dans un film de Woody Allen. Là, c'était pas tout à fait le cas. Là. Évidemment, lui, il fallait qu'il gratte les fonds de tiroir pour trouver des acteurs qui étaient prêts à jouer pour lui. Et les films, ces films ne sont même pas distribués. Ils sont même plus distribués. Là. Il y a plus non, c'est triste parce que là-dedans, moi, ce qui m'attriste, c'est que on parle de soutenir les institutions puis de faire confiance aux institutions. Puis dans le cas des allégations qui concernent Woody Allen, il y a quand même 2 enquêtes indépendantes qui l'ont blanchi, puis que les enquêteurs ont trouvé rien qui soutenait la thèse qu'il aurait abusé sa propre fille. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, évidemment, tout le monde a déterminé que Woody Allen était toxique. On fait fi justement de ce que les institutions, les enquêtes ont amené. Puis là, on se ramasse avec un type qui a quand même une carrière quand même importante. Et pour moi, là, c'était comme le Beaujolais nouveau à chaque automne. Là. Dans les années 90, j'ai embarqué dans le bandwagon de Woody Allen. Puis chaque automne, c'était j'ai hâte de voir c'est quoi la Toi, tu parles curée, de pensée critique, là, puis de garder ses émotions à distance. Il n'y a eu aucune accusation formelle portée contre lui. Oui. Il y a eu 2 enquêtes indépendantes qui l'ont blanchi. Il me semble que la présomption d'innocence, c'est important dans notre société, mais ce gars-là, il va être présumé coupable toute sa vie, alors qu'il a été blanchi par la justice puis qu'il n'y a pas d'accusation formelle portée contre lui. C'est quand même incroyable. Tout à fait, parce que la présomption d'innocence, c'est un beau principe sur papier, semble-t-il, mais qui n'a plus aucune valeur dans son application dans le quotidien. Moi, je trouve ça triste parce que la carrière de Woody Allen est admirable. C'est quelqu'un que je continue d'admirer. Je dis pas que c'est un type qui c'est atypique, le genre de vie qu'il a eu. Puis ça a toujours fait partie un petit peu de son personnage, mais de là à dire est-ce qu'il a effectivement fait ça? Moi, quelque part, quand 2 enquêtes indépendantes me disent que non, il n'y a rien qui soutient cette allégation-là, ben là, à ce moment-là, j'ai tendance à dire bon, OK, je vais faire confiance au système puis me dire que on devrait continuer à honorer Woody Allen. Puis le dernier film, il y avait sa sortie officielle en Amérique du Nord il y a 2 semaines. Puis il n'y a aucun cinéma qui l'a présenté. Puis il était immédiatement disponible sur les plateformes à acheter, parce que bon, je l'ai acheté, puis c'est comme ça que j'ai pu le voir. Mais moi, j'avais l'ambition d'aller le voir au cinéma, parce qu'aller voir un film de Woody Allen, pour moi, c'était encore quelque chose. Mais j'ai reçu il y a quelques jours un ancien avocat qui avait été... il y a eu des allégations de possession de matériel pédopornographique et finalement, il a été lavé de tout soupçon. C'est un non-lieu. Il a été lavé totalement. Il n'y a même pas eu d'accusation portée contre lui. Tout est tombé. Et malgré ça, malgré qu'il ait été blanchi, il y a de la misère à se trouver de l'emploi. Les gens le regardent bizarrement en disant il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais, c'est incroyable quand même. Une fois que la meute populaire
te désigne du doigt, t'es fait. T'es mort. Même Tout si t'as à rien fait. de Ben, capoté. ça rentre. Ben, ça aussi, c'est inscrit exactement dans le principe de la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Là, c'est le conformisme du groupe qui dit, bon, mais nous, on a déterminé que ce type-là, peu importe les circonstances, on le considère coupable. Il n'y a personne qui va vouloir aller à contre-courant, puis ils vont rester conformes au groupe, puis pousser cette note-là, dire que cette personne-là est coupable, peu importe les raisons qui Non, très, qui très nous soutiennent. désolant. Hein? Merci beaucoup, Gustave Lebon, Psychologie des foules. Merci beaucoup, Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et auteur. Salut. Bye. Merci, Richard. Bye-bye.